Bonjour, Monsieur le Président. Euh, Vous êtes à la tête du mouvement politico-militaire M23. Pourriez-vous nous faire un bref rappel de vos revendications? Bien, il faut dire que nos revendications se résument nous le mythe de soins. Les mesures existentielles. Parce que le gouvernement congolais soumet la mort à une partie de sa population. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis des dizaines d'années, où les gens sont contraints à aller en refuge et pour craindre la mort, pour éviter d'être tués. Il y a des discours de haine qui se développent dans le pays et également une sorte de radicalisation qui se structure et qui commence à devenir un mode de gouvernance. Parce que le pouvoir de Kinshasa veut s'en servir comme bouc émissaire ou comme même une cause de diversion sur les vrais problèmes du pays qu'il est incapable de résoudre. Et donc maintenant, une partie des citoyens, donc les Tutsis, sont servis ou servent des boucs émissaires au gouvernement congolais pour distraire la population par rapport au raté de la gouvernance du pays. Et ça commence à devenir trop. Parce que ce genre de discours de haine, ce genre de radicalisme, ce genre de tuerie commence même à aller jusqu'au cannibalisme. Alors, nous nous sommes dit que nous ne devons pas croiser les bras, regarder nos citoyens se faire tuer de cette manière-là. C'est ainsi que nous sommes en train de mener une guerre et de défensive pour défendre ces citoyens et qui ne continuent pas à être mis à mort. Ils ne sont pas des citoyens de seconde zone. L'État doit les prendre en charge et non pas les considérer comme des apatrides ou des gens qui n'ont pas de pays, qui ne sont pas de Congolais. C'est des citoyens congolais à part entière, comme tous les autres citoyens congolais. Revenons à l'actualité. Nous venons d'assister à des combats intenses entre la coalition gouvernementale de Kinshasa et le M23 vers le Grand Nord Kivu, en territoire du Lubero. Pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé? Bien, au mois de mars, le médiateur dans la crise entre le Rwanda et la RDC, le président Lorenzo, nous avons invité à Luanda pour nous passer le message de l'Union africaine qui était celui de signer un cessez-le-feu. Et nous avons signé le cessez-le-feu, mais Kinshasa avait refusé de le signer. Et plus tard, Kinshasa poursuit tout simplement la guerre contre nous. Et nous avons continué à nous défendre. Et le 15 décembre, d'abord, le cessez-le-feu a été signé le 7 mars par nous, et le gouvernement a refusé de le signer. Le 15 décembre, il a été prévu une réunion entre le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, qui venait également aussi de signer le cessez-le-feu entre eux, bien que le gouvernement rwandais ou les militaires rwandais ne sont pas sur le sol congolais, ne se battent pas. Et le gouvernement congolais a voulu avoir une victoire sur le terrain avant les 15. Et vous avez même suivi le gouvernement congolais qui a parlé de 15 jours de résistance, alors qu'en réalité, c'était les 15 jours de pression sur nous, dans l'optique d'obtenir une victoire qui les mettrait en position confortable, afin de mettre le Rwanda, je ne sais pas, devant un fait accompli, soit qu'il signe ce qu'il Kinshasa voulait, ou soit qu'il fasse capoter pratiquement la réunion de Rwanda. C'était ça l'objectif du gouvernement. C'est ainsi qu'ils nous ont mis la pression. Ils ont rangé plus de 22 000 hommes réunis autour de 15 régiments, appuyés par les FDLR, appuyés par les Wazalendo, qu'ils appellent Wazalendo, qui sont des jeunes gens surdrogués et armés, et qui les utilisent contre nous. Et nous avons compris le manœuvre et nous nous sommes préparés suffisamment à nous défendre. Et voilà, c'est ce qui a mené à cette escalade de la violence. Et parce que pour nous, il fallait à tout prix faire arrêter, faire échouer cette offensive militaire des FARDC contre nous. Et nous avons réussi à le faire. Voilà pourquoi aujourd'hui,
la voie vers le Grand Nord est suffisamment, ou disons, l'offensive qu'ils ont préparée contre nous a été mise en pièces. Et aujourd'hui, nous apprenons qu'ils continuent à se préparer pour relancer la guerre. Et s'ils la relancent, nous continuerons à nous défendre et à leur empêcher de continuer avec cette voie-là, parce que nous pensons que pour la paix, il faut faire échouer la voie de la guerre. Votre progression vers le Grand Nord Kivu ainsi que l'accroissement de vos zones de contrôle sont présentés par les Nations Unies comme la manifestation d'une volonté d'expansion et de conquête territoriale, de violation permanente des cessez-le-feu et d'être la cause des déplacements de population. Que répondez-vous à ces accusations? Bien, la logique de la guerre veut qu'il y ait un perdant et un gagnant. Et ce n'est pas parce que celui qui a pris l'initiative de la guerre la paix que celui qui l'a subi puisse être fautif. Et ce n'est pas parce que celui qui a eu à gagner la guerre, ils deviennent pratiquement les seuls responsables des mouvements de population. Lorsqu'il y a guerre, la population a peur et elle peut fuir parce qu'elle doit se mettre à l'abri. Et c'est une attitude tout à fait normale. Alors, on ne peut pas faire porter cette responsabilité-là à une seule partie. Je pense qu'il y a une sorte de refus de voir la réalité en face au niveau des Nations Unies. Parce que nous avons réussi, pendant notre action de libération, nous avons réussi à faire rentrer ou à faire vider plus de 9 camps de déplacés qui étaient installés dans l'espace que nous contrôlons aujourd'hui. Il y en avait à Rutshuru, il y en avait dans les Massissi, il y en avait également à Kanyabayonga, tout le monde le sait, avant que nous puissions arriver dans ces espaces. Mais aujourd'hui, toutes ces populations sont rentrées dans leur maison. L'OCHA a publié un rapport récemment où il a fait état de plus de 480 000 familles qui sont rentrées dans leur maison, dans notre espace. Ce sont des personnes qui étaient gardées dans des camps, que nous appelons aujourd'hui des camps de concentration, et qui sont devenus pratiquement des prisons à ciel ouvert, parce que c'est des gens qu'on empêche de rentrer chez eux. Et ceux qui ont réussi à rentrer et à quitter les camps autour de Goma et d'Angoma sont revenus dans notre espace et maintenant ils cultivent leur terre tranquillement. Ils se livrent à leurs activités commerciales et ainsi de suite. Ils sont tranquilles, vous pouvez les visiter, ils vont faire des témoignages. Et alors, je pense qu'il faut, au lieu de commencer à condamner, il faut que tout le monde se regarde en face et que nous puissions avoir le courage de dire ce qui se passe en réalité sur le terrain. Je voudrais juste revenir sur la question, l'accusation qu'ils appellent l'extension ou bien l'expansion territoriale. On accuse le M23 d'avoir un objectif d'expansion territoriale et de conquête territoriale. Que répondez-vous à ceci? Bien, je pense que nous, depuis que nous avons commencé notre guerre, nous réagissons à l'offensive qui nous attaque tous les jours. Et chaque fois, nous disons que s'ils continuent à nous attaquer, nous allons faire taire les armes partout et tirent sur nous. Et ce qu'il y a eu, par exemple, dans les vidéos, ils nous ont attaqués. Et la logique de la guerre veut que lorsqu'on a une suprématie sur l'autre, on lui prend l'espace à partir duquel il tirait sur nous. Et nous avons, c'est ça ce que nous utilisons chaque fois. Nous nous battons pour cela. Quand nous nous battons contre le gouvernement congolais qui nous attaque, nous sommes dans l'obligation d'aller faire taire les armes à partir de l'espace où il tire. Et c'est ce qui nous permet au fait de stopper la guerre. Alors, on ne peut pas tirer sur nous et que nous nous mettions à nous défendre sans aller prendre les armes de l'adversaire. Ça serait illogique, ça serait continuer à nous soumettre la mort et à soumettre la mort aux populations qui sont dans notre espace. Si nous le faisons, et d'ailleurs vous allez voir que chaque fois que nous prenons les dessus sur l'adversaire et que nous lui prenons l'espace à partir d'où il tirait sur nous, nous stoppons, nous nous arrêtons là. Et nous attendons, si encore il reprend la même offensive, à ce moment-là, nous évoluons. Donc, on ne peut pas nous reprocher
de nous défendre et de gagner contre l'offensive qui nous est soumise. Après que votre mouvement a été exclu du processus de Nairobi le 23 avril 2022, le processus de Luanda bute sur la question de dialogue entre vous et Kinshasa, car Kinshasa considère que vous n'êtes qu'un proxy du Rwanda. Quelle est votre position par rapport à ce refus de dialogue? Le refus du dialogue du gouvernement congolais, c'est un refus de la résolution civilisée des conflits. Parce que le monde civilisé aujourd'hui ne se bat plus. Ils résolvent le problème par le dialogue et ça passe. Mais Kinshasa est dans la logique de la guerre. Lorsque nous étions invités à Nairobi, il faut peut-être comprendre d'abord le cas dans lequel nous étions à Nairobi. Le 10 avril, les chefs d'État de East African Community s'étaient réunis sur demande même du président Tshisekedi pour nous demander de nous retirer sur une certaine distance parce que nous venions de conquérir des espaces ou de les libérer. Et le gouvernement congolais a voulu dialoguer avec nous et il est passé par le canal de East African Community pour obtenir de nous le retrait des espaces que nous venons de libérer au profit du dialogue. Nous avions trouvé ça juste, nous avions trouvé ça civilisé, parce que nous étions dit, finalement, on a le dialogue que nous jouons pour traiter les causes profondes du conflit. Et alors, nous nous sommes retrouvés à Nairobi le 23 ou le 20 avril 2022 et nous avons pensé que nous venions pour parler. Mais pendant que nous étions à Nairobi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont commencé à récupérer l'espace sur lequel nous étions retirés et il évoluait vers nos positions. Et chaque fois, nous alertions les facilitateurs en lui disant, écoutez, il y a une situation qui se développe sur le terrain qu'il faut vite arrêter parce qu'elle risque de dégénérer. Et chaque fois, les facilitateurs discutaient avec le gouvernement congolais, mais rien ne s'arrêtait sur le terrain. Jusqu'à ce que ces militaires FARDC, avec tout ce qui les appuyait, étaient presque proches à nos forces. Et nous, on leur a dit, il suffisait qu'un des militaires soit ivre et qu'il tire en l'air pour que la guerre reprenne. Il faut arrêter vite cette situation pour que nous nous concentrions d'abord sur les dialogues. Malheureusement, nous n'avions pas été suivis et la guerre a repris. Donc, un bon matin, ils se sont réveillés, ils ont tiré sur nos soldats, nous nous sommes défendus et la guerre a repris. Et le gouvernement congolais a pris ça pour prétexte pour dire qu'il ne peut plus nous supporter dans la salle et que donc nous devrions quitter. Donc nous avons dit, écoutez, c'est une situation sur laquelle nous étions en train d'alerter chaque fois la facilitation pour qu'elle soit prise en charge et qu'elle ne dégénère pas. Mais avant même que la facilitation vienne nous communiquer la position du gouvernement congolais, eh bien, le gouvernement congolais l'avait déjà communiqué à travers le tweet de la présidence de la République pour dire que nous étions chassés de la salle parce que nous avons repris la guerre. Alors que la facilitation nous a expliqué que c'était la position du gouvernement congolais qui lui a demandé de nous communiquer. Alors, c'est là où nous avons compris que le gouvernement congolais n'était pas prêt à dialoguer avec nous. Mais nous sommes restés là. La facilitation est restée en train d'entreprendre des démarches pour que nous puissions regagner la salle, mais le gouvernement congolais a radicalisé ses positions et même un document de travail sur lequel on avait déjà travaillé avec eux à Entebbe, parce que nous nous étions retrouvés à Entebbe sous la médiation du président Museveni avec le gouvernement congolais, où nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses et nous aussi nous ont communiqué de la manière la plus claire qu'ils ne négocieront jamais avec nous. En fait, cette rencontre avait servi au fait à nous communiquer cela. Et ça s'est passé le 20 avril 2022 à Entebbe. Alors donc, vous comprenez que à Nairobi, ils sont restés dans cette logique-là
de refus de dialogue. Et c'est la même logique qui est encore démise aujourd'hui. Donc, nous savons le comprendre. Mais nous disons que la guerre ne peut pas résoudre le problème. Mais le dialogue seul peut nous permettre de traiter les causes profondes des conflits. Parce que ça a beaucoup duré. L'Est du pays est en train de se mourir à cause de ces conflits qui ne se terminent pas. Et l'Est du pays, c'est chez nous, nous autres. C'est là où vivent nos familles. Et nos familles ne peuvent pas continuer à être mises à mort tous les jours parce que tout simplement, la capitale se trouve à 2000 km de là où nous vivons et qu'il doit nous mettre à mort et dire demain que ça ne l'intéresse pas. Si Kinshasa ne peut pas résoudre nos problèmes, qu'il nous laisse les résoudre nous. Si ça ne vous dérange pas, aujourd'hui, je voulais juste reprendre peut-être ce que Madame la ministre des Affaires étrangères a dit sur France 24 en disant que maintenant ou désormais, il voudrait inviter tous les groupes armés à un dialogue ou reprendre le processus de Nairobi. Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Et puis, elle ajoute aussi que Kinshasa refuse catégoriquement tout dialogue avec le M23. Oh, d'abord, il faut que peut-être qu'on puisse repréciser les choses, parce qu'à Kinshasa, très souvent, ils font des affirmations qui se déconnectent de la réalité. Tout le monde le sait aujourd'hui, tout le monde entier le sait, qu'il n'y a plus de groupes armés au Congo. Tous ces groupes armés ont été intégrés au sein des FARDC comme des réservistes. Il y a une loi qui est sortie. Tous ces Wazalendo, tous ces, ce qu'on appelle les VDP, c'est des supplétifs des FARDC qui ont été intégrés officiellement. Les FDLR ont été intégrés officiellement au sein des FARDC. Donc, il n'y a plus de groupes armés. Et nous, particulièrement. Et c'est ça ce que je voudrais dire à Madame Wagner. Lorsqu'elle fait un faux diagnostic, un mauvais diagnostic, elle ne peut qu'aboutir à une mauvaise solution. Nous n'avons pas de problème avec ces groupes armés, parce que c'est des groupes armés qui sont au service du pouvoir. Nous avons des problèmes existentiels qui ne seront pas réglés par les groupes armés. Ce ne sont pas ces groupes armés qui gèrent le pays, c'est le gouvernement qui gère le pays. C'est à lui que nous devons nous adresser, et non pas aux groupes armés. La deuxième chose qu'elle doit comprendre, c'est que nos revendications ne se résument pas, parce que je l'ai entendu parler des récompenses qu'il refuse de nous donner. Mais nos revendications ne se résument pas en une revendication de récompenses. Pour avoir fait quoi? Pour avoir subi ce que nous subissons, il faut qu'on nous récompense. Parce qu'ils ont tué les nôtres, il faut qu'ils nous récompensent pour ça. Et je crois que c'est immoral de dire cela. Mais nous avons des problèmes existentiels auxquels ils doivent apporter des solutions, des gouvernances. Ce ne sont pas des solutions, ce n'est pas un cadre où nous nous retrouverons avec les groupes armés qui résolveraient nos problèmes. Non. Deuxième chose, et je voudrais qu'elle comprenne cela très bien. Nous ne nous battons pas pour des postes au sein du gouvernement. Nous ne nous battons pas pour des grades. Elle doit savoir que nos officiers, nos soldats, ont été dans l'armée congolaise. Ils y avaient eu des grades. Il y a certains parmi nous qui ont été ministres à Kinshasa, qui ont été dans le gouvernement. Mais ils ont quitté parce que le problème n'avait pas été résolu. Ça signifie qu'aujourd'hui, même si on nous proposait ces gens de postes, ça ne résolverait pas notre malheur, notre calvaire. Elle doit comprendre qu'aujourd'hui, nous devons traiter maintenant les causes profondes des conflits pour arrêter la violence à l'est du pays. Chacun de nous sur le pays devient paisible. Et si chacun peut vivre là où il veut. Nous avons une terre qui est fertile. Nous pouvons cultiver la terre. Nous pouvons garder nos vaches. Nous pouvons produire du lait. Nous pouvons aller enseigner. Chacun de nous peut avoir une opportunité pour sa famille et pour sa survie qu'aller en politique. La politique aujourd'hui est resté le seul secteur qui paye en RDC. Voilà pourquoi ils veulent fermer la porte à tout le monde, parce qu'ils croient que tout le monde a envie de la politique, tout le monde a envie d'aller prendre le poste à Kinshasa. Mais nous devons l'apaiser pour nous dire que cela ne nous intéresse pas, qu'elle soit tranquille. Ce que nous voulons, c'est de parler avec eux pour régler des questions qui sont liées à la gouvernance du pays, une gouvernance qui nous tue, une gouvernance qui nous envoie en exil.
une gouvernance qui ne nous permet pas de faire vivre nos enfants demain et après-demain. Il faut que nos enfants puissent vivre. Il faut que nous puissions créer un environnement qui permette au fait à des générations futures de ne pas hériter des problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre. Les derniers combats contre la coalition gouvernementale se sont déroulés à proximité des territoires affectés par la présence du groupe terroriste ADF dans le Grand Nord Kivu. Y a-t-il un lien entre votre mouvement et ce groupe qui se revendique de l'État islamique? D'abord, il faut dire que si la guerre est en train de se dérouler dans cet espace-là, ce n'est pas la volonté du gouvernement qui nous a attaqués à partir de cet espace-là. Nous n'y sommes pas allés nous-mêmes. La deuxième chose à préciser, c'est que nous étions les premiers dans ce pays à parler de la menace des ADF. Et ça, je crois que c'est depuis plus de 10 ans que nous en parlons. Et le gouvernement congolais nous a toujours pris pour des gens qui font des plaisanteries. Il dit, mais les ADF n'existaient pas. À un certain moment, même la MONUSCO a suivi le gouvernement dans sa façon de voir les choses. Et qu'aujourd'hui, cette question-là devient une réalité visible par tout le monde parce qu'ils ont excellé par des massacres contre la population et qu'on dise que c'est nous qui avons des liens avec eux. C'est immoral aussi cela, de penser de cette manière-là. Nous avons toujours combattu pour que ces gens-là soient neutralisés. Et plus tôt ils auraient été neutralisés, mieux le pays se porterait aujourd'hui. Nos frères Nande ne seraient pas en train de se faire massacrer comme ça là à la machette et de manière atroce. Deuxième chose qu'il faut dire à ce niveau-là, et c'est des notoriétés publiques d'ailleurs, des membres des ADF qui ont été arrêtés sur les champs de bataille ont été passés dans les tribunaux pour être jugés et dans leurs témoignages. Ils disaient obtenir des informations des FARDC. Chaque fois qu'on planifie les attaquer, c'est les FARDC qui les informent. Deuxièmement, ce sont les FARDC qui les approvisionnent en vivres, en carburant et autres, et même en armes et en munitions. Lorsque vous les regardez, les ADF, ils portent des tenues des FARDC que les FARDC leur donnent. Pourquoi éviter cette piste-là et venir créer une autre qui n'existait pas? Parce que tout simplement, nous étions ceux qui ont déclaré qu'il faudrait assez qu'on ait trahi ces gens-là. Aujourd'hui, on apprend que les Ougandais même aussi commencent à en avoir marre parce que les FARDC ou le gouvernement congolais ne mobilisent pas autant de forces contre les EDF que ceux qu'ils mobilisent contre eux. Parce que contre les EDF, on envoie juste quelques militaires pour aller accompagner l'armée ougandaise qui fait tout le travail. Et contre nous, on mobilise plus de 22 régiments. On mobilise des armes impressionnantes, un équipement impressionnant de la dernière génération. On mobilise des drones qui tuent. On mobilise des chars de combat, des canons de la dernière génération contre nous. Pourquoi ne pas mobiliser ça pour aller protéger nos frères Nande qui se font tuer tous les jours? Alors, entre nous et ceux qui se comportent de la sorte, qui est-ce qu'on peut dire qui sont plus proches des EDF? Que pensez-vous de la volonté du président Félix Tshisekedi de changer la constitution de la RDC? Bien, nous ne voulons pas trop nous retarder sur ce genre d'aspects, de problèmes, parce que nous en avons de beaucoup plus sérieux que le changement de la constitution, parce que les questions de survie sont beaucoup plus importantes, elles sont prioritaires que celles des changements de la constitution. Mais ce qui nous intéresse là-dedans, c'est l'intention qu'il y a derrière le changement de la constitution. La volonté de s'éterniser au pouvoir. Vous savez que ce régime a brillé par une gouvernance qui tue sa propre population, une gouvernance qui entretient les discours de haine et de xénophobie, une gouvernance qui divise sa population et qui l'oppose les uns contre les autres, une gouvernance qui envoie ses propres citoyens en exil. C'est une gouvernance qu'on ne peut pas autoriser à s'éterniser au pouvoir. Voilà ce qui nous intéresse dans cela. Donc nous sommes contre une telle gouvernance qui s'éternise au pouvoir et qui continue à entretenir notre malheur. Nous sommes contre cela. C'est pourquoi nous faisons tout
pour que si cette gouvernance-là ne peut pas changer. Alors justement, comment interprétez-vous la levée du moratoire sur la peine de mort par le gouvernement de la RDC? C'est un recul inacceptable. Parce que quand on adopte un moratoire pour la levée, sur l'application de la peine de mort, ça signifie qu'on est dans une évolution, dans une démarche évolutive vers l'abolition de la peine de mort. Et qu'aujourd'hui, on lève ces moratoires-là, ça signifie qu'on recule dans le passé. Et ça, c'est très mauvais. C'est une mauvaise nouvelle pour le pays. Et surtout qu'aujourd'hui, on lève le moratoire pour tuer ceux qui ne partagent pas les mêmes points de vue que vous. Et c'est ce qui est encore plus dramatique. Et c'est pourquoi on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Le gouvernement de Kinshasa est en train de se perdre dans une folie meurtrière où tuer n'est plus un problème. Et exécuter comme ça là, ses propres citoyens pour les opinions, ce n'est pas un problème. On a vu des citoyens des opposants qui se sont fait tuer, assassinés dans les rues à Kinshasa comme des chiens errants. Et on a vu des gens qui ont été assassinés à Goma, par exemple, tués par l'armée à Goma, à bout portant, le matin, quand ils étaient dans leur culte, ils voulaient manifester. On est venu, on a tiré sur eux. C'est scandaleux. Donc, la morale politique au Congo est inexistante. On a l'impression que quand on devient chef de l'État, on a le droit de tuer, on a le droit de vie et de mort sur ses propres citoyens pour des petits faits d'aînés qui peuvent se régler par un tribunal pour une petite, probablement à peine de servitude pénale de 5 ans ou 3 mois. Mais on préfère tuer les citoyens. Nous avons été scandalisés par ce que le chef de l'État avait dit lorsqu'il avait accordé son interview au journal Le Monde, où il a qualifié les militaires d'expression Kinyarwanda qui sont dans son armée des traîtres. Et une semaine après, il tiendra une réunion à Kinshasa du Conseil supérieur de la défense où il dira que tous les traîtres doivent être sanctionnés par la peine de mort. Lorsque vous liez ce qu'il venait de déclarer à ce qu'il a pris comme décision, la cible, ce sont ceux qui parlent Kinyarwanda, ils doivent être tués au sein de l'armée. Donc vous comprenez qu'on est dans une dérive meurtrière et sans fin. On ne sait pas là où s'arrêtera Tshisekedi avec cette logique-là. Mais nous disons que nous devons plutôt mobiliser notre peuple pour se défendre contre cette dérive meurtrière. Parce que nous tous, nous sommes là, nous appartenons à un pays qui doit nous protéger, qui doit nous sécuriser. Et ce n'est pas parce que quelqu'un s'est attribué le pouvoir d'État qu'il a le droit de nous tuer comme il veut. Non, nous avons également le droit de nous défendre et nous allons continuer à nous défendre. Que pensez-vous du fait que 60 ans après l'indépendance du Congo, des mercenaires européens sont présents sur le territoire congolais et combattent auprès des forces du gouvernement de Kinshasa contre votre mouvement? C'est des pratiques de notre âge. Normalement, à cette époque-ci, on ne devait plus parler de mercenaires ou de mercenariat. Et lorsqu'on recourt à ce genre de solutions, évidemment, on sonne la faillite de l'État. Et la faillite de l'État ne peut pas se résoudre par le mercenariat. C'est impossible. S'il faut résoudre des questions de la faillite de l'État, eh bien, il faut choisir des hommes d'État et non pas laisser le pays au babysitting des mercenaires. Ça, c'est très grave. Et nous pensons que le gouvernement congolais n'arrive pas à réaliser le drame dans lequel il nous a amenés jusqu'à aller recruter des mercenaires contre ses propres territoires. Et ce qui est beaucoup plus dramatique aussi, c'est que le monde, les Nations Unies en particulier, qui ont été à la base des conventions contre les mercenaires, qu'aujourd'hui, ils décident de pouvoir appuyer une armée qui utilise des mercenaires. C'est dramatique, c'est un recul, c'est une contradiction qu'on ne comprend pas.
Peut-être que les Nations Unies devront nous l'expliquer un jour. Les organisations telles que la SADC, qui, en quelque sorte, sont en train de se mettre ensemble pour évoluer vers une nouvelle destinée pour leur peuple, qui puisse faire le recul de 60 ans pour aller accompagner un pouvoir qui utilise les mercenaires. En tout cas, on ne pouvait pas s'attendre à une telle attitude de l'État. Nous tous, nous devions condamner les mercenaires et non pas les armer, les utiliser sur les lignes de front contre des citoyens qui revendiquent. À l'époque, on voyait des mercenaires être utilisés par un pays contre un autre pays. Mais aujourd'hui, qu'on les utilise contre des citoyens dont le seul tort est d'avoir revendiqué leur survie, d'avoir revendiqué la résolution de leurs problèmes. Ça, c'est très grave. Et que les Nations Unies puissent frapper de cécité par rapport à cela, je crois que c'est plus dramatique que ce que nous pensons. Et si les choses continuent ainsi, je crains qu'on puisse brûler toute l'Afrique, alors qu'il y avait déjà quelques poches d'espoir qui commençaient à naître en Afrique pour une certaine renaissance de l'Afrique, pour une certaine unité de l'Afrique, pour la résolution, la prise en charge de nos problèmes vitaux. On vous accuse d'exploiter les mines de Roubaïa au profit du Rwanda. Que répondez-vous? Bon, d'abord, il faut dire finalement que cette histoire de Roubaïa, nous n'en voulions pas au départ, parce que nous n'avions jamais eu d'intention de prendre des zones où il y a des minéraux qui défient. Nous avons toujours évité cela pour qu'on ne puisse pas confondre notre cause accidentelle à une exploitation des minéraux. Évidemment, le fait que nous avons contrôlé, nous avons décidé d'aller libérer Roubaïa et qu'aujourd'hui on nous le reproche comme une intention de contrôler les mines, eh bien, il faut dire que ceux qui tiennent ce discours-là depuis longtemps ont été sémés. Mais il y avait une réalité dans les mines de Roubaïa. La réalité, c'est que, et nous l'avons à un certain moment communiqué pour avertir le monde de ce qui s'est passé à Roubaïa, il y avait un centre d'entraînement dans Roubaïa, entretenu par l'armée burundaise avec la milice Imbonerakure, qui entraînait des jeunes gens congolais au maniement des armes blanches, avec l'intention de les infiltrer dans notre espace pour venir semer la mort et la désolation. Nous avons communiqué cela au monde pour que tout le monde comprenne qu'il y a une menace à Roubaïa qu'il faut vite prendre en charge. Il n'y avait pas de réaction. Et tout le monde a négligé cela. C'est ainsi que nous avons pris la décision d'aller arrêter cette chose, parce qu'elle allait nous créer plus de problèmes que de solutions. Et lorsque nous sommes entrés dans cet espace, dans cette zone de Roubaïa, il n'y a jamais eu de combat à l'intérieur de Roubaïa, nous devons le dire. Parce que la stratégie que nous avons prise, c'était de faire évacuer de Roubaïa tous ceux qui avaient des armes dans ces cas, dans ces sites miniers. Et nous les avons évacués. Les deuxièmes personnes à évacuer de ces sites-là, c'était des enfants qui étaient utilisés dans les mines, avec tout ce qu'il y avait comme probabilité d'accident. Les troisièmes personnes que nous avons extirpées de Roubaïa, c'était des femmes enceintes qui, très souvent, se faisaient maltraiter par n'importe qui. Une femme qui attend de donner naissance et qu'on la maltraite parce que tout simplement, bon, on a quelques poches, quelques minéraux en poche et qu'on croit qu'on a gagné le monde et qu'on se permette comme ça là d'aller violer une femme enceinte, de la maltraiter, nous avons dit que ça c'est immoral et que nous ne pouvons pas accepter ça. On a fait évacuer tous ces gens-là. Aujourd'hui, Roubaïa se porte bien. Vous pouvez aller poser la question à ceux qui sont là, parce que nous avons gardé dans Roubaïa les mêmes personnes, les mêmes organisations qui exploitaient les minéraux, parce que c'est des privés, qui exploitaient les minéraux là-bas, c'est eux qui exploitent les minéraux. Et aujourd'hui, Roubaïa se porte bien, parce que tout le monde peut le témoigner. Il n'y a plus d'enfants dans les mines, il n'y a plus de femmes dans les mines et de femmes enceintes dans les mines. Et les abus sexuels qu'il y avait dans les mines, il n'y en a plus aujourd'hui. Tout le monde se comporte bien. Ceux qui achètent les minéraux peuvent se promener avec ça dans Roubaïa sans qu'il y ait quelqu'un qui puisse les arrêter ou les intimider. Et nous avons interdit à nos cadres de se retrouver
dans les mines de Louvaïa. Vous pouvez y aller. Il n'y a pas un seul membre du M23 dans les mines de Louvaïa. Donc, nous avons laissé cette exploitation-là à ceux qui le font. Et nous nous contentons d'une petite taxe juste pour permettre à ce que ce mécanisme policier que nous avons instauré autour de Louvaïa puisse continuer à tenir. C'est ça ce que nous avons fait et que ces gens-là continuent à exploiter leur carrière comme ils le veulent.